L'or, ou l'un des biens les plus convoités de l'histoire. Métal jaune et fascinant pour qui des empires ont été bâtis et des civilisations détruites. Depuis qu'on a commencé à l'extraire au cœur de la Terre, il a suscité des guerres et des hommes ont tué ou sont morts pour lui. Au 1er siècle avant Jésus-Christ, le poète romain Virgile nous met en garde contre l'obsession de l'or qu'il appelle la soif maudite. En découvrant le Nouveau Monde 1500 ans plus tard, un explorateur italien va sans le savoir lancer le processus de la ruée vers l'or. Impitoyable et dictatoriale, celle-ci mènera à la disparition de toute une civilisation. Le 3 août 1492, Christophe Colomb hisse les voiles pour le plus grand voyage de découverte de toute l'histoire. Il cherche une route occidentale qui le conduise jusqu'en Asie. Contemplant son destin, Colomb se met à prier. Notre Dieu, en les mains de qui tout repose, venez à mon secours. Portez-moi là où je pourrai trouver l'or. 2 mois plus tard, le 12 octobre, il tombe par hasard sur une île inhabitée, dont il revendique la propriété pour la reine Isabelle et le roi Ferdinand d'Espagne. Sans savoir qu'il vient de toucher la terre des futures Amériques, Colomb pense avoir débarqué dans ce qu'on appelait les Indes, la partie orientale de l'Asie. L'une des premières choses qu'il remarque, alors qu'il tombe sur les indigènes, qu'il appelle logiquement des Indiens, est que ceux-ci portent sur eux de l'or. Samedi 13 octobre 1492. Ils ont apporté des écheveaux de fils de coton, des perroquets, des flèches et d'autres choses qu'il serait fastidieux d'énumérer. Je restais attentif et me donnais du mal à vérifier qu'ils possédaient bien de l'or. Je remarquais que certains d'entre eux en avaient un petit morceau attaché à un trou sur le nez. Ferdinand et Isabelle d'Espagne voulaient de l'or. Ils savaient que c'est ce dont ils avaient besoin pour financer, pour maintenir, ainsi que pour étendre leur pouvoir. La revendication des Indes par Colomb place l'Espagne et son voisin le Portugal à 2 doigts d'entrer en guerre. Quelques 40 ans plus tôt, le Vatican a en effet accordé aux Portugais un droit exclusif sur les Indes, même si les explorateurs portugais n'y ont encore jamais mis les pieds. On est donc en présence de revendications contradictoires. Et comme les 2 pays sont de confession catholique, ils se rendent auprès du pape afin d'éviter un conflit. L'Espagne a un avantage de taille. Le pape, nouvellement élu, est Alexandre VI, un Espagnol, dévoué à Isabelle et à Ferdinand. Il a été décrété qu'on devait tracer une ligne qui séparerait le monde entre une partie revenant aux Espagnols et l'autre aux Portugais. Et c'est à cause de cette ordonnance que toute l'Amérique latine parle espagnol, à l'exception d'une large partie nord-est, qui est aujourd'hui le Brésil, où l'on parle le portugais. Si ce partage du globe par le pape permet d'éviter une guerre, il fournit bientôt à l'Europe une excuse pour sa conquête des Amériques. L'une des premières colonies dans le Nouveau Monde se situe sur l'île d'Hispaniola. Les Espagnols que Colomb y laisse vont effectivement y trouver de l'or, et par la même occasion asservir les autochtones afin de l'extraire. On rapporte cet or à Isabelle et à Ferdinand. On trouve une partie de cet or ici, dans l'église Santa Maria Maggiore à Rome. C'est en quelque sorte un cadeau de remerciement du couple royal espagnol au pape Alexandre. À la fin du XVe siècle, début XVIe, on a refait le plafond. On l'a décoré avec de l'or dont la tradition veut qu'il fasse partie du tout premier or en provenance du Nouveau Monde, des Amériques. Et lorsque vous regardez bien ce plafond, vous vous apercevez qu'à certains endroits, on dirait véritablement de l'or massif. Colomb meurt en 1506, convaincu d'avoir touché terre en Asie. On lui consacre une tombe au style sophistiqué à Séville, en Espagne. Au moment où l'explorateur décède, des milliers d'Indiens meurent également à Hispaniola, mais en bien moins grande pompe. Les conditions de vie très rudes ainsi que les maladies introduites par les Espagnols ont fait énormément de victimes. En 1519, la population d'indigènes a chuté de 100 000 personnes à moins de 3 000. Ceci ne stoppe pas pour autant le flux continu d'or vers l'Espagne.
Je dirais que le meilleur exemple qu'on ait gardé de cette quête acharnée de l'or est l'ordre que le roi Ferdinand II d'Espagne est censé avoir donné à ses amiraux en partance pour l'Amérique du Sud. Prenez l'or, avec humanité si vous le pouvez, mais prenez-le à tout prix, prenez l'or. Et je pense que malheureusement, ils ont pris ça au mot. Ils ont débarqué avec toute une palette de raisons. La gloire de Dieu, la conversion des non-chrétiens, la gloire de l'Espagne, la gloire militaire, l'expansion de leur territoire et aussi l'avidité de richesse. Ils voulaient de l'or. Francisco Pizarro, un aventurier analphabète, figure parmi les plus barbares. Pizarro appartient à une nouvelle race d'explorateurs espagnols qu'on appelle des conquistadors. Il a déjà suivi pendant 10 ans d'autres conquistadors en Amérique centrale. En 1523, à l'âge de 48 ans, il se sent prêt à diriger des expéditions. Pizarro a finalement avoué les choses franchement. Je ne suis pas allé là-bas convertir ces gens. Tout le monde veut s'en occuper. Je suis allé là-bas chercher de l'or. Pendant 9 ans, Pizarro s'échine à explorer, coloniser, convertir les natifs sur toute la côte ouest de l'Amérique du Sud. Bon nombre d'entre eux se plient à la domination espagnole. Ceux qui n'obtentèrent pas sont massacrés. On avait mis au point une série de mesures légales appelées le requerimento. Le requerimento voulait que lorsque les Espagnols arrivaient dans un endroit pour le conquérir, il leur fallait d'abord lire la Bible sur place. Si les paroles de la Bible n'étaient pas acceptées, ils avaient alors le droit légitime de s'attaquer aux autochtones, puisque ceux-ci refusaient en quelque sorte d'accepter l'œuvre du Christ. Une stratégie qui fonctionne d'un village à l'autre dans toute l'Amérique du Sud. Ils se sont aperçus que non seulement ça leur donnait le loisir de s'emparer de l'or de ces gens, mais qu'ils pouvaient aussi exploiter leur main-d'œuvre afin d'extraire davantage d'or. Et savez-vous comment ils justifiaient leur geste ? Certains conquistadors prétendaient simplement qu'on pouvait se le permettre car on avait affaire à des sauvages. Au fur et à mesure que les années passent, l'or devient d'autant plus l'obsession de Pizarro que ce dernier a entendu une rumeur selon laquelle un royaume de l'or se situerait de l'autre côté de l'impressionnante cordillère des Andes. Pizarro est prêt à consacrer le reste de sa vie à dénicher ce royaume. Mais pour mener à bien son entreprise, il lui faut une ordonnance du nouveau souverain espagnol Charles V, le petit-fils du roi Ferdinand et de la reine Isabelle. En 1528, Pizarro retourne en Espagne chercher le soutien nécessaire à sa campagne au Pérou. Le compte-rendu qu'il fait du royaume de l'or répond en tout point aux convoitises du roi Charles. 3 ans plus tard, il repart pour l'Amérique du Sud, armé d'un nouveau mandat pour s'atteler enfin à la conquête de l'Empire Inca. Mené par sa soif d'or, Pizarro conduit une troupe de 200 hommes à travers une expédition éreintante qui dure 6 mois, au cours de laquelle ils détruisent des villages, assassinent les indigènes et pillent leur or. Enfin, l'après-midi du 16 novembre 1532, ils parviennent aux environs de la ville inca de Cajamarca. Au loin, un mirage aux lueurs chatoyantes leur apparaît. 40 000 Incas parés d'or. Tant d'or, s'émerveille un Espagnol, que leur armée est aussi flamboyante que le soleil lui-même. Les Incas utilisaient l'or pour fabriquer des objets de rituel, des objets habituels, quotidiens. C'étaient des vases, des bijoux et surtout des coupes servant aux offrandes à leurs dieux qu'on utilisait pendant les cérémonies. Les Incas accueillent le petit bataillon espagnol alors que Pizarro s'apprête à être présenté à un homme que les Incas vénèrent comme un dieu vivant, l'empereur Atahualpa, qu'on appelle l'Inca. Personne ne se serait avisé de regarder en face l'Inca. C'était une personne divine. Il était le fils du soleil, un être complètement au-delà de toute dimension humaine. Lorsque l'Atahualpa a eu connaissance de l'arrivée de Pizarro, il lui a offert des présents considérés par les Incas comme des cadeaux de valeur. Pizarro a pris la viande de canard séché,
le linge tissé et les autres objets qui étaient là, et s'est exclamé « C'est de la camelote, quelle insulte !» C'est de l'or que Pizarro veut. Mais ses soldats sont 200 fois moins nombreux que l'assemblée qui les entoure. Les Espagnols se disent alors que s'ils parviennent à capturer Atahualpa vivant, ils se rendront maîtres de l'Empire Inca tout entier. Pizarro décide donc de leur tendre un piège sous forme de proposition de réconciliation. Ces hommes se postent en embuscade, laissant entrer dans la ville une litière plaquée or sur laquelle trône l'Inca, un homme séduisant et musclé, âgé d'une trentaine d'années. When they approached to Atahualpa, Ils se sont avancés vers Atahualpa, et le père Barberte s'est approché avec sa Bible pour lui lire le fameux Requerimento. Comme il la lui présentait comme renfermant la parole de Dieu, Atahualpa s'en est saisi et l'a posé contre son oreille pour voir si le livre allait lui parler. Et puisqu'il n'entendait rien, il a jeté la Bible par terre. C'est à ce moment précis que Pizarro a donné l'ordre d'attaquer. La minuscule armée de Pizarro se mesure alors à 40 000 Incas. Des archéologues ont découvert au Pérou des crânes humains dont les blessures avaient été colmatées par un plaquage d'or, suggérant qu'il existait déjà une certaine forme de chirurgie du cerveau. Pizarro a offert à Atahualpa le symbole le plus sacré du christianisme, la Bible. Au moment précis où l'Inca jette le livre saint au sol, il en est décidé du sort de la civilisation Inca. Les hommes de Pizarro ouvrent le feu par une salve de mousquets, puis chargent avec leurs épées et leurs lances. Les pics et flèches de bois des Incas ne sont pas de taille à résister aux assaillants. Il faut reconnaître qu'à leur arrivée, les Espagnols ont déjà un long passé de combat, tels qu'ils ont pu les mener en Italie, en Suisse et en Hollande. Les troupes espagnoles sont bien entraînées. Elles ont une solide expérience ainsi qu'une capacité militaire supérieure en armes à feu, en fer et en chevaux à celle des Indiens. La vue de ces cavaliers en armure terrifie les Incas. Au début, ils croyaient que c'étaient des créatures mi-homme, mi-cheval, que le cavalier et son cheval ne formaient qu'un seul être. La victoire est la plus inégale qui soit. En une demi-heure, 5000 Incas sont massacrés. Les Espagnols, eux, ne déplorent pas une seule perte humaine. Pizarro est le seul homme à être blessé. Une entaille à la main gauche reçue alors qu'il protégeait Atahualpa contre l'un de ses propres soldats enragés. Une fois prisonnier, l'empereur Inca essaie de négocier sa vie. Il a conclu un marché avec Pizarro. Si ses sujets parvenaient à apporter suffisamment d'or pour remplir cette pièce, on le libérerait. Il a promis de remplir d'or la capacité d'une pièce entière, du plafond jusqu'à son doigt, qu'il a gardé levé pendant tout ce temps. Le peuple Inca s'est empressé de réunir des quatre coins du Pérou ces objets et ornements somptueux qu'ils avaient façonnés. De magnifiques pièces d'art qu'ils ont empilées dans cette pièce jusqu'à ce qu'elle en soit pleine. Plus de 5 tonnes d'or emplissent la pièce, largement de quoi faire de n'importe quel conquistador un homme riche. Je crois qu'on a fait l'estimation. En valeur actuelle, la rançon amassée devait faire entre 50 et 60 millions de dollars. Atahualpa a tenu parole. Pizarro, lui, n'en a pas. L'empereur est maintenu prisonnier pendant 1 an, après quoi on le juge pour le seul crime d'être un Inca. Il est condamné au bûcher. Les Incas croyaient en un retour à la vie. Il leur était très important de pouvoir conserver le corps des défunts grâce à sa momification. Atahualpa supplie alors Pizarro de choisir une autre façon de l'exécuter. Ils lui ont laissé l'alternative de se convertir au christianisme, s'il voulait bénéficier d'une mort différente. Il a accepté. Le 29 août 1533,
Un moine baptise l'empereur et le nomme Don Francisco Atahualpa. Au moment précis où il entend prononcer son nouveau nom, l'Inca est assassiné par strangulation, ce qui n'empêche pas Pizarro de faire ensuite brûler son corps. Les trésors dorés et inestimables des Incas sont ensuite fondus et le métal précieux acheminé vers l'Espagne. C'est ça qui est triste. On n'a aucune trace, aucune description des objets incas qui ont été fondus. Tout a été anéanti pour la postérité. La seule chose qui puisse nous donner une idée de ce qui a disparu à jamais, ce sont ces quelques pièces qui subsistent de l'art précolombien et qui sont conservées dans les musées. Il s'agit là d'une perte culturelle tout simplement inestimable. 3 siècles durant, les Espagnols vont gouverner le Pérou. Ils réduisent le peuple à l'esclavage, rasent les villages, se livrent au pillage de l'or. Mais l'un des plus grands trésors des Incas leur échappe encore et restera sauf jusqu'en 1911. La ville sacrée de Machu Picchu. Dissimulée dans un recoin des Andes, elle est pratiquement intacte lorsqu'on la retrouve. Machu Picchu, l'une des merveilles du monde, est une ville taillée à même la montagne qui s'étale sur 8 km². Ces lieux saints ne sont qu'une poignée à avoir survécu à la conquête du Pérou. Leurs murs résonnent encore des légendes de l'or inca. On raconte aujourd'hui beaucoup d'histoires sur de l'or qui serait caché dans la montagne, de l'or caché au fond de lacs ou éparpillé dans plein d'endroits différents et que les Indiens auraient dissimulé. Les gens qui s'enrichissent dans cette région des Andes prétendent en général que c'est parce qu'ils ont découvert l'or que les soldats incas avaient réussi à cacher. Un pirate met à sac un empire fondé sur l'or. Lorsque les soldats de Pizarro arrivent au Pérou, Atahualpa et son frère Huáscar sont 2 leaders s'opposant dans une guerre civile. Atahualpa en sort vainqueur, peu de temps seulement avant que lui-même ne tombe entre les mains de Pizarro. Au milieu du XVIe siècle, l'Espagne, riche de sa conquête des Amériques, devient le premier empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. L'or affluait énormément en Espagne. Vous voyez la quantité phénoménale d'or que l'on faisait fondre. Et comme ce métal ne provenait pas de mines, c'était par la force des choses des trésors qu'on faisait fondre. Mais ça ne leur suffisait pas. Il leur fallait encore réduire les indigènes en esclavage, les asservir au travail des mines afin de produire toujours plus d'or. De l'or qu'on embarquait ensuite vers l'Europe pour financer la domination espagnole dans le monde. L'Espagne est devenue très prospère. C'est une époque au cours de laquelle la littérature se développe. C'est le début des arts baroques, une période d'opulence très importante pour la culture. En 1556, l'empereur Charles V délègue le trône à son fils Philippe II, un catholique fervent qui consacre sa vie à éradiquer d'Europe le protestantisme. Afin de financer ses projets, Philippe va utiliser l'incroyable manne d'or en provenance des Amériques. Mais en pleine mer, les navires chargés du précieux métal demeurent des proies faciles. En particulier pour le terrible ennemi de Philippe, l'Angleterre, et avec elle le plus célèbre de ses corsaires, Francis Drake. Ils ont des pirates très agressifs. Ce sont des pillards, même si eux se disent volontiers explorateurs, ce qu'ils cherchent essentiellement à partir à la poursuite des navires espagnols qui transportent de l'or et de l'argent. Ce sont des individus qui ont débuté comme brigands, Drake par exemple, dont le but est d'aborder les bateaux espagnols croisés sur les océans et de piller leurs cargaisons pourvu qu'elles soient précieuses. Éventuellement aussi de faire prisonniers et d'asservir les marins espagnols à bord de leurs navires quand ils ne les tuaient pas. Au cours des années 1570, Drake s'attaque ainsi aux galions espagnols qui parcourent les mers, ainsi qu'aux intérêts espagnols dans le Nouveau Monde. Il reprend à Philippe une partie de sa nouvelle fortune en or. Ces hauts faits sèment la terreur parmi les marins espagnols et lui valent le surnom de El Drague, le dragon. Drake est le corsaire le plus célèbre de son époque, mais aussi un proche ami de la reine. C'est Élisabeth elle-même, la marraine de la plus rentable de ces traversées, initiée en 1577.
un parcours vers l'ouest qui dure 3 ans, au cours duquel il pille effrontément navires et colonies espagnoles. Ce voyage est aussi la toute première traversée autour du monde effectuée par un Anglais. À son retour en 1580, il remet à sa reine pour plus d'1 demi-million de livres sterling en or espagnol. Si en Espagne, Philippe met à prix la tête de Drake, en Angleterre, la reine Élisabeth le fait chevalier. Philippe est hors de lui. Depuis l'Escurial, sa retraite située sur un sommet montagneux, il complote sa vengeance contre Élisabeth et l'Angleterre. L'Escurial est en partie un palais, en partie un monastère. Construit par Philippe en 1563, il est financé par de l'or dérobé aux Amériques. Philippe consacre ses vastes richesses à la gloire de son pays, pas à la sienne. Du lever au coucher, c'est un travailleur acharné qui lit personnellement les rapports sur ses placements, ainsi que les comptes rendus qui lui parviennent de ses mines d'or. Pieux jusqu'à l'austérité, il s'habille comme un moine quelconque. Ses visiteurs le prennent souvent pour l'un de ses domestiques. Dans les allées et les chapelles de son Escurial, Philippe médite et prie pour trouver une solution à ces deux grands problèmes, les pirates anglais et les protestants anglais. À cette époque-là, toutes les réponses se rapportaient probablement plus à la religion qu'à toute autre chose. Elle était le moteur idéologique, et les Espagnols en particulier éprouvaient une véritable passion pour leur catholicisme. La réponse attendue lui parvient sous la forme d'une guerre sainte financée par son or, qu'il irait mener directement sur les terres protestantes. Ainsi, Philippe commence par ordonner la construction de la flotte de guerre la plus puissante que le monde ait jamais connue, l'invincible Armada. Les navires de Drake seront cependant les premiers à attaquer. En 1587, contre la volonté d'Élisabeth, celui-ci met le cap sur le port espagnol de Cadix. C'est là qu'il incendie le chantier naval de Philippe. L'assaut est dévastateur, mais Philippe fait reconstruire en hâte son armada. L'été 1588, les voiles de la flotte espagnole de Philippe sont prêtes à être hissées. Embarqués à bord de 130 navires, 30 000 soldats mettent le cap sur la Manche. Ils sont accueillis en personne par le vieux némésis de Philippe, Sir Francis Drake, promu entre-temps vice-amiral. Canons et météo anglaises vont ensemble faire payer un très lourd tribut aux navires espagnols. Lorsque Philippe apprend la défaite de son armada, il plonge la main simplement un peu plus profondément dans la caisse d'or. L'or confère un sentiment de puissance. Après avoir rapporté chez eux cet or, les Espagnols étaient convaincus qu'ils étaient devenus les maîtres du monde et qu'ils pouvaient avoir réponse à tout. Pendant 20 ans, Philippe continue de financer sa croisade contre le protestantisme à l'aide de ses réserves d'or. Mais le coût de la domination du monde s'avère bien supérieur au pouvoir d'achat de Philippe. Ils ont perdu progressivement leur position de maître des océans, ce qui a fini par couper le flux incessant d'or et à conduire l'Espagne à son déclin en tant que grande puissance. L'or finit par s'épuiser. L'Espagne est ruinée. Le roi le plus puissant de la terre en est réduit à faire placer dans les rues des troncs pour collecter de l'argent. Il existe un phénomène récurrent dans l'histoire de l'or, c'est l'histoire de Midas, qui avait le don de tout transformer en or. Autrement dit, en avoir beaucoup n'est pas forcément synonyme de bonheur. Je veux dire qu'on a vite fait de penser qu'on est devenu puissant parce qu'on en possède, mais en réalité, on y est simplement asservi. Les nuages de la guerre finissent par ternir l'âge d'or de l'Espagne. Et au lieu d'être devenu le pays le plus riche d'Europe, ce qui aurait dû se passer avec toute cette fortune, ils ont fini parmi les plus pauvres. Ils ont littéralement claqué leur argent. On emmène Philippe, alors âgé de 71 ans, dans cette pièce, où il peut contempler l'autel en or qu'il avait dédié à Dieu. Il y reste 53 jours, torturé par ses plaies, paralysé, aveugle d'un œil. C'est là qu'il meurt, serrant dans sa main une simple croix de bois.
En gros, le fait que l'or que les Espagnols avaient rapporté d'Amérique du Sud ait été pillé en particulier par la Grande-Bretagne signifiait que cette dernière devenait à son tour la plus grande puissance. La plus grande en termes de position militaire de par le monde. Et je dis militaire, c'est dans le sens le plus large, y compris sur les océans, qui étaient très vastes. 300 ans s'écoulent avant que l'or ne provoque une nouvelle guerre. Une nouvelle guerre déclenchée par un colonel américain aux cheveux dorés. Le pape Sixte V promet à Philippe II d'Espagne 1 million de ducats en or, soit plus de 30 millions de nos dollars actuels, si les troupes espagnoles envahissent l'Angleterre, une somme dont il n'aura en définitive pas besoin de faire don. Par un après-midi torride d'août 1874, un messager entre au grand galop dans Fort Laramie, Wyoming, avec une nouvelle sensationnelle. Presque aussitôt, le télégraphe transmet un message de la frontière américaine à la une de la presse internationale. On les a enfin découvertes. Custer a trouvé de riches mines d'or et d'argent. Dans les collines noires du Dakota, au relief accidenté, des géologues viennent de repérer ce qui figure alors comme le filon d'or le plus important de tout l'hémisphère ouest, sur des terres appartenant aux Indiens des plaines. Eh bien, les collines noires sont véritablement le berceau traditionnel des Indiens des plaines, en particulier des Lakota et des Cheyennes. 6 ans auparavant, le gouvernement des États-Unis avait signé un traité avec les tribus indiennes, lui permettant de les déplacer des riches terres cultivées des plaines centrales. Beaucoup avaient été réinstallés dans les collines noires, une terre considérée par les Indiens des plaines comme sacrée. S'il fallait tracer une frontière dans le sable, ça aurait été précisément la région des collines noires. C'est pour ça qu'ils ont exigé que les États-Unis incluent les collines noires dans le traité. Aussi, 5 ans plus tard, des rumeurs se mettent à circuler voulant que les collines noires abritent de nombreuses veines d'or. On envoie enquêter sur place un officier de la cavalerie américaine, le lieutenant-colonel George Armstrong Custer. Le général Sheridan lui a ordonné l'ordre d'effectuer une étude de reconnaissance dans les collines noires, de partir, soi-disant, voir si ces rumeurs sur la présence d'or étaient fondées ou non. Custer va mener une expédition à la Custer. Ça faisait vraiment grand pique-nique. Seulement un pique-nique d'environ 1 millier de soldats, une centaine de chariots couverts, un canon, l'orchestre sur des chevaux blancs, quelque chose comme 16 musiciens. Ainsi que 2 mineurs dont le seul but est de trouver de l'or. À leur arrivée dans les collines noires, les soldats se joignent aux mineurs afin de participer à la prospection. Le 30 juillet 1874, dans un site surnommé la French Creek, ou Creek française, un mineur trouve au fond de sa bâtée de minuscules grains jaunes. Le surlendemain, Custer rédige une dépêche. On a trouvé de l'or en quantité juteuse. J'ai sur ma table 40 ou 50 petites particules d'or pur, chacune d'environ la taille d'une petite tête d'épingle. La plupart ont été recueillies aujourd'hui dans une seule et même bâtée de terre. Le télégraphe a immédiatement propagé la nouvelle et en un rien de temps, tout le monde a appris qu'il y avait de l'or là-bas. Les gens réclamaient à corps et à cri de pouvoir accéder aux collines noires. Et bien sûr, on a demandé à l'armée de tenir à distance ces chercheurs d'or. L'armée a donc fait pression sur le gouvernement pour qu'il trouve une solution, en prétextant qu'elle se retrouvait à repousser son propre peuple alors qu'elle était venue chasser les Indiens. Le général Philip Sheridan tente de faire respecter le traité. Il ordonne à ses hommes de brûler les chariots, détruire l'outillage et d'arrêter les chefs. Souvent, les soldats investissaient le secteur et demandaient à ces mineurs de plier bagages et de rentrer chez eux. Mais ils savaient pertinemment que les mineurs attendaient en retour qu'ils aient quitté le site pour reprendre leur travail. Un chercheur d'or du nom de John Maxwell se plaint. L'unique raison pour laquelle ces collines ne sont pas encore occupées, c'est qu'on s'attache à satisfaire les caprices de quelques sauvages misérables qui réclament que cette magnifique région reste inexploitée. À la différence des Incas d'Amérique du Sud, les tribus des plaines d'Amérique du Nord ne voient aucun intérêt à utiliser le métal jaune. C'est cependant leur or. Le bison jouait un rôle essentiel chez les Indiens des plaines. Toute leur culture tournait autour de l'animal, qui leur fournissait la totalité de ce dont ils avaient besoin. Leurs tentes, leurs vêtements, leur nourriture, leur religion.
Les militaires savaient bien ça, et ils se sont dit que s'ils tuaient les bisons, on éliminait par la même occasion les Indiens. L'armée a donc distribué des munitions gratuites aux chasseurs de bisons et les a encouragés à abattre l'animal. Et malheureusement, le bison devient une autre victime de la soif d'or de l'homme blanc. En 1875, les collines noires sont envahies de mineurs. Le gouvernement américain abandonne sa mise en application du traité et décide plutôt d'acheter la terre aux Indiens. Ces derniers refusent. Même les Indiens, entretenant de bonnes relations avec le gouvernement, savaient qu'ils ne pouvaient pas vendre les collines noires. En 1875, un fort pourcentage des Indiens d'Amérique a déjà été concentré dans des réserves. Quelques-uns résistent encore, comme Crazy Horse, Sitting Bull. Ils ne prennent pas un malin plaisir à semer le trouble en tirant sur les Blancs. Ils essaient simplement de faire respecter leurs traditions. En même temps, ils sont loin d'être prêts à signer quelque traité que ce soit. Ainsi, au printemps 1876, l'armée américaine reçoit l'ordre de traquer et d'arrêter les chefs Crazy Horse et Sitting Bull, puis de les escorter vers une réserve loin des riches terrains aurifères. L'ordre émane du même homme qui a découvert de l'or dans les collines noires, le lieutenant-colonel George Custer. Custer lui-même se vante. J'ai de quoi battre à plate couture tous les Indiens de ce continent grâce à ma 7e cavalerie. Le 25 juin 1876, les éclaireurs de Custer repèrent un village indien sur les rives de la rivière Little Big Horn. Il y avait bien 10 000 Indiens dans ce camp, au bord de la Little Big Horn. Le troupeau de chevaux seul était estimé à 25 000 têtes. Custer les a pris complètement par surprise. Mais la situation s'est retournée aussitôt contre lui, parce que les Indiens, au lieu de s'enfuir, comme le faisaient en été les Indiens des plaines, ont cette fois contre-attaqué. 30 minutes suffisent à anéantir les troupes de Custer. La bataille de Little Big Horn représente la plus importante victoire des Indiens de l'histoire de l'Ouest. Mais c'est une victoire de courte durée. L'armée voulait sa revanche. Dans l'année qui a suivi, pas un seul Indien impliqué dans cette bataille n'a échappé soit à la mort, soit à sa concentration dans une réserve. Dans les collines noires, place nette a été faite pour l'homme blanc en quête d'or. Ils ne pouvaient pas comprendre la passion des Blancs pour ce minéral. Il leur a fallu beaucoup de temps pour commencer à réaliser qu'il y avait de l'argent en jeu avec ces collines. Les Indiens des collines noires étaient coupables de vivre au-dessus de l'un des plus riches gisements d'or d'Amérique du Nord. Ce qui était terre sacrée devient le chantier de la Homestake Mine, la plus riche mine d'or de l'histoire américaine. Si le gouvernement des États-Unis a offert aux tribus de les dédommager pour leurs collines noires, celles-ci ont toujours refusé. Pour les descendants des Indiens des plaines, il s'agit toujours de leur terre sacrée, dont aucune somme d'or des Blancs ne pourra jamais compenser la perte. L'Angleterre part en guerre pour sa reine et pour l'or. 1/10 de tout l'or trouvé aux États-Unis provient de la Homestake Mine, dans les collines noires du Dakota du Sud. En 1886, la découverte d'or sur ce site d'Afrique du Sud métamorphose pratiquement du jour au lendemain ce trou perdu colonial néerlandais, en nation la plus riche et la plus puissante d'Afrique. Il faut replacer dans leur contexte ces découvertes en Afrique du Sud. Parce que par la suite, près de la moitié de tout l'or jamais produit dans le monde le sera précisément dans ce pays. Tout à coup, une région qu'on connaissait pour ses plumes d'autruche et pour ses tribus bizarres qui se couraient après pour s'entretuer, cette région devient le terrain de jeu d'aventuriers accourus du monde entier en quête de richesse. À la découverte d'or, c'est une paix difficile qui s'instaure en Afrique du Sud. 5 ans auparavant, les Boers, parlant le néerlandais, ont réussi à sauver leur indépendance des Anglais. La région se divise désormais entre ces Boers des républiques d'Afrique du Sud
et les Britanniques qui forment la colonie du Cap. Les Hollandais dominaient et géraient quelque chose comme la moitié du pays. L'autre partie restait sous autorité anglaise. Mais dès l'instant où l'on découvre de l'or en territoire Boer, un afflux de Britanniques menace de submerger la petite république. Ils étaient assis sur une sorte de vaste Eldorado. Et tout d'un coup, ils se sont retrouvés envahis par des milliers de chasseurs de trésors. Le nouveau cheval de bataille de la Grande-Bretagne consiste donc à protéger ses concitoyens, ainsi que leurs mines d'or. Même s'ils se trouvaient sur un territoire rattaché à la Hollande, les premiers investisseurs dans les mines d'or étaient essentiellement des Anglais. Kruger les taxait alors que ceux-ci n'avaient aucun pouvoir politique. Les 9 années qui suivent voient s'exacerber les tensions entre les Boers et les voisins britanniques. En 1895, Cecil Rhodes, alors Premier ministre de la colonie britannique du Cap, décide de passer à l'action. Rhodes, lui-même personnellement à la tête d'immenses mines de diamants, envoie 600 mercenaires pour tenter de renverser Kruger et son gouvernement Boer. Mais ils vont endurer une cuisante défaite. En septembre 1899, la Grande-Bretagne envoie en Afrique du Sud un corps expéditionnaire de 10 000 hommes, sous le prétexte de protéger ses mineurs et leur or. Le 12 octobre, le président Kruger ordonne de mener une grève préventive. 6 000 soldats Boers assiègent les colonies britanniques de Kimberley et de Mafeking et chassent les citoyens britanniques vers des abris de fortune. Parmi les personnes capables de subsister avec le peu de nourriture dont ils disposent 7 mois durant, figure Sarah Wilson, la tante de Winston Churchill. Elle garde tout son flegme dans ses lettres adressées vers l'Angleterre. Le petit déjeuner de ce matin, de la saucisse de cheval, le déjeuner du hachis et de la viande de mule, et des sauterelles au curry, impeccable. Son optimisme est justifié. On envoie bientôt davantage de soldats britanniques en Afrique du Sud qui parviennent à lever le siège des villes anglaises. 9 mois après le début des hostilités, la victoire s'annonce. En mai 1900, 46 000 soldats britanniques sous les ordres du maréchal Lord Frederick Roberts ainsi que Lord Horatio Kitchener convergent vers la capitale Boer de Johannesburg. Ils arrivent tout près de l'objet de leur convoitise, les terrains aurifères. Cet or était essentiel au développement futur de l'Empire britannique, économiquement comme industriellement. C'est pour ça que les Anglais étaient prêts à déployer autant de moyens, pour être sûrs de leur victoire. Encerclé par une force britannique écrasante, Kruger fait alors une proposition à Lord Roberts. Si les Anglais les laissent partir sains et saufs, les Boers acceptent en retour de leur abandonner Johannesburg et le contrôle des mines. Roberts accepte le marché, de peur que les Boers ne se mettent à saboter les mines. Roberts a déclaré « Il y a fort à craindre que les mines et leurs machines soient endommagées. » Vous imaginez son raisonnement? Parce que Robert, comme tous les autres, savait pertinemment que quand bien même il faudrait reconstruire derrière, l'or demeurerait la chose essentielle. Le 30 mai 1900, 12 000 soldats Boers armés jusqu'aux dents quittent à cheval Johannesburg et montent vers les collines environnantes. Le lendemain, les Britanniques entrent dans la ville dont ils prennent possession ainsi que des mines d'or. Le maréchal Roberts annonce la fin du conflit. Les derniers mots célèbres. Il a envoyé un message à l'attention des observateurs militaires de différents pays qui se trouvaient sur place. Les Américains, les Allemands, les Japonais ou bien les Français. Il leur a dit « Messieurs, merci pour votre aide. Nous sommes en juin 1900. Merci pour votre assistance, vos observations. Ça a été un réel plaisir que de vous divertir. Tout ce qu'il nous reste à faire dorénavant, c'est de nettoyer le terrain. Vous pouvez donc tous repartir chez vous. » Mais en réalité, les Boers ne sont pas prêts à capituler. Si les Anglais ont l'or, eux possèdent non seulement un armement parmi les plus sophistiqués, mais aussi la mobilité. C'étaient les meilleurs cavaliers qui soient. Depuis l'époque d'Attila le Hun ou de la Horde dorée,
Des jeunes qui avaient littéralement grandi sur une selle. Forte de tous les hommes valides entre 16 et 60 ans, l'armée Boer commence par mener une guérilla. Des commandos frappent d'on ne sait où, disparaissant aussi furtivement qu'ils sont apparus. Si vous préférez, les Boers faisaient presque figure d'ennemis invisibles. Ils ne portaient pas d'uniforme. On ne pouvait pas les repérer. Ils ne repartaient pas en troupes. Ils menaient leur combat puis se dispersaient aussitôt vers leurs fermes. C'est probablement la première fois qu'on utilisait dans une guerre une tactique de guérilla. Cette façon de procéder par raid d'éclair sur les Anglais est aussi ce qui a fait éterniser cette guerre. Pendant 2 ans, les Boers harcèlent les Britanniques, qui investissent encore plus d'hommes et d'argent dans le conflit. En 1901, près d'1 demi-million de soldats britanniques sont postés en Afrique du Sud, soit 10 fois plus que l'armée Boer. Malgré ces mesures, la guerre traîne en longueur et les Britanniques demeurent incapables de reprendre la main. Dans un élan de désespoir, ils décident de changer de méthode. Ils brûlent les fermes, détruisent les récoltes, abattent le bétail. Le résultat est dramatique. Plus de 100 000 femmes et enfants Boers sont rassemblés dans des camps connus sous le nom de camps de concentration. C'est la toute première fois qu'on utilise ce terme. Les Britanniques avaient décidé de se distinguer par de nouvelles façons de mener une guerre qui mettait tout à coup en cause la population civile. On considère en général cette période comme celle de l'invention des camps de concentration. On y enfermait les civils pour qu'ils ne puissent pas aider les gens. Les statistiques qui prêtent le plus à réfléchir sur cette guerre nous viennent de l'intérieur même de ces camps de concentration. 22 000 enfants âgés de moins de 16 ans y mourront de faim et de maladie, soit plus que le nombre de soldats tombés dans les 2 camps. Le 31 mai 1902, enfin, après quasiment 3 ans de combats désespérés, les Boers sont poussés à se rendre par la famine. La victoire des Britanniques a assuré à l'Empire un flux continu et conséquent d'or. Et cela jusqu'à ce que l'Afrique du Sud finisse par obtenir son indépendance en 1948. Mais la production d'or revient chère. Il était évident que les découvertes faites en Afrique du Sud s'annonçaient comme énormes, qu'elles allaient devenir la force dominante dans l'industrie minière de l'or pour les dizaines d'années à venir, et que l'on n'en voyait pas le bout de ces mines. Certaines ont été exploitées pendant plus d'1 siècle. C'était une source pour laquelle le gouvernement britannique était convaincu que ça valait la peine de se battre. Aujourd'hui, les mines du Witwatersrand produisent annuellement pour près de 4 milliards de dollars en or.